s'appelait Robert Nesta Marley, mais tout le monde l'appelle encore Bob Marley, même s'il nous a quittés le 11 mai 1981, il y a 42 ans, jour pour jour. Son héritage demeure inaltérable puisqu'il nous a appris, quelque temps avant sa disparition, que nous devons nous émanciper de l'esclavage mental, que nous ne devons pas craindre l'énergie atomique et que personne ne peut arrêter le temps. Et puis, nous a-t-il demandé combien de temps vont-ils tuer nos prophètes pendant que nous nous tenons à l'écart et regardons. Grâce à Bob Marley et à ses messages puissants, l'UNESCO a inscrit depuis 2018 le reggae de Jamaïque, son pays, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je vous parle de reggae et de Bob Marley, mais on est le 11 mai, bien entendu. Aujourd'hui, nous vous parlons plutôt de politique, nous vous parlons de diplomatie avec les juges. Bonjour, juge Jofavara. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président Tomondi, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive True TV et sur Watt FM, votre radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Sans plus tarder, donnons toute leur place aux avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et nous commençons avec Jofavara. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner le Niger avec son président Bazoum. Certaines presses nous révèlent qu'il fait des mains et des pieds pour renouer, on va dire comme ça, les choses au beau fixe avec le Mali, avec en clé la reprise de ce qu'ils ont comme activité sur le plan militaire. C'est intéressant parce que la zone du Lubtako-Goma, c'est celle-là qui est frappée de plein fouet par le terrorisme. Et quand vous le voyez, c'est une zone qui se répartit dans différents pays. Donc, ça devient un problème transversal pour ces pays-là et il faut trouver des solutions. C'est vrai que les partenariats aujourd'hui, puisque chacun des pays de façon indépendante décide d'avec qui au niveau international il peut aller en termes d'aide pour lutter contre ce terrorisme-là. On connaît le choix du Niger qui est à l'aise en tout cas avec la France et d'autres puissances européennes, ce qui n'est pas forcément bien vu au Mali ni au Burkina Faso. Mais on a une réalité, c'est qu'il y a un terrorisme qu'on doit combattre et si on n'arrive pas à travailler en bonne intelligence, c'est-à-dire dans une bonne coordination et coordination, il y aura vraiment des difficultés. On a entendu le président Ibrahim Traoré évoquer le fait que lorsqu'on tape, ils peuvent aller ailleurs et après ils reviennent. Mais ça c'est normal, c'est dans leur stratégie. Donc tant que vous n'êtes pas dans une action commune et puis bien orchestrée, ça sera difficile. Il ne faudrait pas aussi que on fasse la guerre par ricochet des puissances. Parce que vous prenez même le cas de l'Europe, certains au sein de la même communauté qui ont des problèmes avec par exemple la Russie, eh bien l'autre continue de commercer ou selon ses intérêts premiers à faire ce qu'il a à faire pour son peuple et par rapport à ses objectifs. Maintenant, après, bon, chacun retourne et prend quelquefois ses options et prend quelquefois s'assume. Donc, je ne sais pas comment est-ce que dans on va dire dans ces coopérations qui sont des fois exclusionnistes, on peut avoir un juste milieu, mais et je pense que le Niger, le Burkina, le Mali, en tout cas ceux qui sont dans le foyer de ce terrorisme-là, sont obligés de travailler en bonne intelligence, sont obligés de coopérer. C'est intéressant, le président avait dans son discours rappelé ça, qu'avec les pays, avec ces pays-là, il y a des éléments qui sont faits de façon coordonnée. C'est bien intéressant, mais il ne faudrait pas que les choix quelquefois par ricochet deviennent aussi des problèmes. Quoi qu'il faut être vigilant, et ça c'est ce que je reconnais, parce que ceux que vous avez chassés ici, s'ils les alliés ailleurs, ça peut d'une façon ou d'une autre vous retomber à la figure si vous n'êtes pas vigilant. Mais il y a un combat à mener ensemble et peut-être que la dynamique de Bazoum, pour moi c'est une dynamique très intéressante. Et avec dynamisme, nous allons écouter maintenant Bernard Bougouma pour son avant-propos.
Merci. Mon avant-propos va concerner le Burkina Faso, où la gendarmerie a démantelé un réseau de contrebandiers d'hydrocarbures. Et donc, l'opération s'est déroulée en 2 jours, donc du 27 au 29. Et là, le bilan dresse 21 personnes interpellées, environ 20 000 litres d'hydrocarbures saisis, 3 camions-citernes, 3 stations mises sous scellé. Donc, ils disent également que la même opération a permis de saisir des cartons de lait concentré, des bidons d'huile alimentaire, des packs de boissons, des sacs d'engrais, des sacs de ciment togolais, des motos, des packs de boissons. Voilà. Voyez-vous, en 2 jours, c'est le butin que la gendarmerie a pu avoir. Effectivement, il y a une fraude au niveau des hydrocarbures. Mais quand on regarde le butin, il n'y a pas que les hydrocarbures. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. On parle d'engrais, on parle de motos. Alors que, également, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'engrais est un facteur important pour les terroristes qui l'utilisent dans leur dispositif. Donc, comment est-ce qu'on surveille ces choses-là? La vérité aussi, c'est que les produits de contrebande, surtout au niveau des hydrocarbures, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on avait assisté à ce branle-bas qui avait eu lieu quand il y avait une opération d'envergure concernant la fraude de carburant, où certains fraudeurs avaient été soupçonnés, à tort ou à raison, de livrer du carburant aux terroristes. Beaucoup de stations-service avaient été mises sous scellé. Des stations au nom souvent difficiles à prononcer ou bizarres, qui avaient vu le jour, avaient été mises sous scellé, c'était fermé. Il y en a qui ont fermé. Les patrons sont allés d'eux-mêmes fermer parce qu'ils savent que ça ne va pas tenir. Mais aujourd'hui, il faut repartir. Ces mêmes stations tourne, comme on appelle ça, 24 heures sur 24. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas un travail qui est fait, mais je pense que nous devons, comme on appelle ça, redoubler un peu plus d'ardeur, du 27 au 29. Ça a l'air des gens qui ont été dénoncés. Et si réellement on organisait de sérieuses opérations, coup de poing dans ce domaine, je pense que dans notre contexte, ça pourrait permettre de réduire un tant soit peu les ardeurs, pour ne pas dire les actions des groupes armés terroristes qui sont parfois en contact avec certains fraudeurs. Parce que tous les fraudeurs ne livrent pas du carburant, comme on appelle ça, aux groupes armés terroristes. Mais il y a des brebis galeuses dans les rangs, comme les vendeurs de motos, comme les vendeurs des produits de téléphonie mobile, parce qu'il y a toujours des complicités, parce qu'il y en a aussi qui tirent leur source de revenus dans ces eaux troubles-là. Donc c'est ce que j'avais comme avant-propos. La fraude, ce n'est pas bien, et nous ne fraudons pas, puisque nous sommes là dans le prétoire du tribunal de l'actualité pour la 4e audience de la semaine. Cette audience évoque tout d'abord l'actualité diplomatique du Burkina avec 2 importants pôles de coopération. Nous sacrifions à un premier tour de table rapide sur l'arrivée ce 10 mai à Ouagadougou du président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Geoffroy Bara. Oui, l'arrivée du président ghanéen, c'est difficile de ne pas oublier sa sortie aux États-Unis avec une accusation portée sur le Burkina d'accueillir Wagner et d'avoir payé en donnant en contrepartie une mine. C'est vrai que certains disaient qu'il y a un conditionnel qui avait été employé, mais à ce niveau-là, c'est-à-dire venant d'un chef d'État, c'était un genre de poignard dans le dos. Ça, il ne faudrait pas se leurrer. Et c'était un moment donné où le Burkina aussi était dans son, dans ses précisions avec certaines coopérations. Et donc, ça avait ajouté de l'eau au moulin à ceux qui disaient que bon, voilà, le Burkina est en train de se rapprocher de la Russie, donc ils sont en train de jeter les autres dehors, et ils sont prêts, en tout cas, envers et contre tous, et malgré tout, à avoir du russe comme coopération, et pas que
même Wagner, qui est un peu vomi partout, bien qui est craint un peu partout pour ses méthodes. Voilà que le Burkina, qui disait depuis longtemps, bon, on n'a pas besoin de bottes étrangères, et qui est en train d'en chasser d'ailleurs, fait venir plutôt Wagner. Donc, c'était dans ce contexte-là. Et c'était difficile diplomatiquement de contrer. Et puis, vous savez que le président gagnait en termes d'influence aussi, pour être là depuis un fort temps, et pour ce que pèse son pays, ce n'est pas rien. Et là, laisser son voisin ne pas discuter de ces questions avec lui, c'est vrai qu'on partage des frontières, c'est légitime qu'il y ait du côté gagnant des questionnements, parce que les choix de l'autre peuvent vous impacter, mais au moins en africain, ça se discute d'abord entre nous. Et quand la partie burkinabé va l'apprendre par une vidéo, parce que là c'est pas autre chose, hein, c'est une vidéo dans laquelle le président Gagné étale tout, alors qu'on sait comment ces échanges-là se font, à marge des sommets de l'ONU, quand vous rencontrez pays à pays, c'est filmé. Et donc, après ça, c'était vraiment difficile. Il y avait, si ma mémoire est bonne, après que les bruits aient eu le temps de se calmer un peu, il y a eu une mission partie du Ghana pour Ouagadougou, histoire de démêler les choses, d'apaiser un peu les choses. On l'a vu, mais on a senti que ça n'était pas forcément passé. Et je crois que la visite donc du président ghanéen ici, je ne dis pas que ça dénote que tout est effacé ou quoi que ce soit, mais au moins ça montre qu'il y a une dynamique nouvelle. En avant-propos, je parlais de celle qu'enclenchait le président nigérien Bazoum, parce que dans cette guerre-là, on est obligé d'être ensemble. On voit comment du côté du Togo, du côté du Bénin, ils commencent à cogner dur parlant des terroristes. Ça veut dire que pour la plupart des pays qui sont en frontière avec ceux dits à problème, Burkina ou Mali, ils devraient comprendre que ça ne va pas se circonscrire dans ces pays-là. Et tant qu'on ne travaille pas ensemble, chacun sera impacté d'une façon ou d'une autre. Et le président Ghanéen comprend que les enjeux sont aussi pour les Ghanéens, mais aussi pour les Burkinabés. Les enjeux sont communs, évidemment, on ne peut pas passer sous silence cette sortie jugée en son temps inamicale et diplomatiquement incorrecte. Actuellement, Nana Akufo-Addo est donc passé à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Les deux chefs d'État, donc Nana Akufo-Addo et Ibrahim Traoré, ont évoqué, nous apprend la direction de la communication de la présidence du Faso, des questions majeures de la sous-région confrontés aux défis communs, aux défis sécuritaires. Il ne pourrait pas en être autrement. Oui. Effectivement, il ne pouvait pas en être autrement parce que je pense que les Ghanéens avaient vite compris. En témoin la haute délégation qui a atterri à Ouagadougou quelques jours après les propos du président pour recoller les morceaux et puis bon, passer à autre chose. Je pense que la leçon était très bien enregistrée au niveau d'Accra. L'essentiel, c'est comment est-ce qu'on avance. Bon, c'est des craintes exprimées par un chef d'État qui malheureusement a fait des affirmations creuses parce qu'il n'avait pas de preuves et jusqu'à présent, ce qu'il a dit n'était pas vrai. Et ça desservit. C'est comme s'il y avait une intention malsaine derrière, une manipulation qui vise toute autre chose contre le Burkina. C'est comme ça que ça avait été pris et ça y ressemble fort. Même dans l'attribution de la mine pour une procédure qui était en cours depuis longtemps. Donc bon, bref, je pense également que pour les Ghanéens, bon, c'est un incident qui est clos. Et pour Ouagadougou, pareillement. Maintenant, aujourd'hui, naturellement, les pays voisins sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'il y a eu une activité de groupes armés terroristes et quand il y a eu une montée en puissance de l'armée, naturellement, il y a des gens qui cherchent des repères, qui cherchent des refuges. Voyez-vous, aujourd'hui, le Togo et le Bénin subissent des attaques. Et j'ai suivi également les inquiétudes de Big Togo, qui est d'ailleurs, j'ai relayé en avant-propos lors de son séjour comme on appelle ça, aux États-Unis. Bon, ce sont les mêmes inquiétudes qui sont exprimées. D'ailleurs, il dit que la Côte d'Ivoire vue comme un îlot, donc encerclé par des pays terroristes. Certains pays d'ailleurs, il dit que les pays où sévissent les pays où sévissent les groupes armés terroristes. Et il dit d'ailleurs que le Burkina est à 70%
occupé. Il ne reste que Ouagadougou et quelques départements voisins qui tiennent, sinon tout le reste. Il dit que c'est pareil également pour le Mali. Donc il y a une inquiétude des pays côtiers. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions toujours répété. Ce n'est pas une affaire d'être attentiste comme nous avions été attentistes. Ce n'est pas une affaire de dire que c'est X ou Y qui n'arrive pas à gérer correctement son pays. Parce qu'il ne s'agit pas de rébellion qui a forcément un objectif clair, un quartier général avec ces hommes qui combattent sur le terrain et qui font une progression que vous pouvez suivre à la loupe. Vous savez que les groupes rebelles ont progressé jusqu'à telle localité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est autre chose. C'est une guerre d'infiltration, comme le chef de l'État l'a dit, c'est une guérilla. Donc c'est une guerre d'infiltration qui a pris du temps pour s'installer, mais qui, comme on appelle ça, mais qui réfléchit à comment marquer les esprits à travers des attaques. Donc là, ça va demander de la collaboration. C'est vrai, avec ces pays, il y a eu plusieurs manœuvres au niveau des frontières. Il y en a eu beaucoup. Mais il n'en aura pas assez tant qu'on aura toujours les terroristes sur nos sols. Je pense que si le président ghanéen s'est déplacé, naturellement, il y a une préoccupation dans l'air. Non seulement, c'est aussi affirmer cette caution des autorités du Burkina, parce que si c'est le chef de l'État qui se déplace, ça vaut ce symbole-là. Il a dit amitié, visite d'amitié et de travail. Donc, il y a l'amitié là, il y a aussi le travail. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Parce que déjà, on apprend, avant de monter à l'émission, je n'ai pas pu confirmer que le Ghana veut positionner des hommes à la frontière entre le Burkina et le Ghana. On parle du millier. Vous voyez, l'initiative d'Accra n'a pas marché. C'est comme l'initiative G5 Sahel, ça n'a pas marché. Alors qu'il y a des pays qui doivent travailler ensemble. Il faut trouver le moyen de travailler ensemble. Où vous avez un instrument formellement créé et alimenté comme le G5 Sahel ou bien l'initiative d'Accra, mais c'est un instrument au service de tous ces États-là. Ou bien vous collaborez dans le cadre bilatéral. Et bon, actuellement, c'est beaucoup plus dans le cadre bilatéral que les uns et les autres sont en train de faire. Même s'il y a d'autres entités comme la CEDEAO, l'UEMOA, mais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les aspects beaucoup plus bilatéraux ont pris le pas sur des questions du multilatéralisme. En tout cas, dans notre contexte actuel, ce ne sont pas les organisations sous-régionales qui portent, comme on appelle ça, les questions, alors qu'ailleurs, ça devait être des regroupements sous-régionaux. En Europe, vous avez l'OTAN, dans des autres pays, vous avez, en tout cas, des instruments de cette coopération-là. Mais ici, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, ça n'a pas toujours marché. Et la CEDEAO peine à se faire entendre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sauf à vendre les mesures contre les coups d'État. Alors, et pendant ce temps, il faut se rappeler quand même cette parole de Tiken Jah Fakoly que j'aime à répéter: quand nous serons ensemble, nous serons forts. Il faudrait qu'on s'unisse et qu'on mette nos forces en commun pour contrer l'ennemi commun. Et pendant ce temps justement où Nana Akufo-Addo est passé à Ouagadougou, le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, est à Caracas au Venezuela pour une visite de travail et d'amitié là aussi de plusieurs jours, axée sur la coopération entre les deux pays. Une odyssée diplomatique qui a commencé hier, 10 mai, avec une réunion du mécanisme de consultation politique Venezuela-Burkina Faso et qui se poursuit avec des séances de travail, des séances de travail avec plusieurs responsables gouvernementaux et d'institutions vénézuéliennes. Oui. On apprend que le Premier ministre aussi y est. Bon, qu'est-ce qui sera mis en avant? Bon, on connaît notre besoin premier, hein, c'est celui sécuritaire. De la sécurité, voilà, mais les échanges porteront sur plusieurs secteurs, comme l'agriculture, nous apprendrons, l'exploitation des ressources minières, l'enseignement de base et supérieur, la santé, la culture et bien entendu la défense. Alors, je disais, on connaît notre besoin premier, c'est celui sécuritaire, le second, c'est celui alimentaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, la coopération peut pouvoir peut-être y aider. Le président lui-même rappelait aussi sa vision sur la façon de réformer les choses.
il a parlé de ce qui peut se faire à la base concernant notre agriculture. Donc ceux qui suivent certains chapitres ont des éléments à nous apporter. C'est sûr que là-dessus, dans le thème, dans la coopération que nous avons, ça va, l'accent y sera mis. Maintenant, quand on regarde le Venezuela aussi, regardez, ils ont connu un peu une période qui n'était pas simple. Avec la révolution bolivarienne, quand vous regardez 99, il y avait le froid aussi avec l'Occident et l'impossibilité d'achat d'armes en son temps, et quelques temps après, c'est les États-Unis qui sont venus encore sanctionner avec un embargo qui rendait plus difficile l'armement de militaires bolivariens. Ils ont trouvé des alternatives en son temps, notamment avec la Chine, ils ont trouvé des alternatives avec la Russie, et ils ont trouvé des alternatives même avec l'Iran. Et si ma mémoire est bonne, il y a juste quelques années, on parlait de drones, je pense d'origine iranienne, qui sont assez spécifiques, qui ont été retrouvés donc au Venezuela. Donc ça veut dire que ils ont trouvé des alternatives au blocage qu'ils avaient à un moment donné. Quand on regarde sur nous, je ne dirais pas qu'on est sous embargo ou quoi que ce soit, on est dans le froid aussi avec un peu ces mêmes entités-là. Est-ce qu'il y aura un partage d'expérience? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un partage d'adresse? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des coopérations. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce qu'on avait de traditionnel et de balai diplomatique qui ne nous surprenait pas, c'est-à-dire France, États-Unis, Allemagne et tout, comme on les avait très souvent, maintenant ce n'est plus ceux-là qui sont réguliers. Il y a eu un virage à droite, une réorientation, et aujourd'hui on voit comment c'est accru avec beaucoup d'autres pays, jusqu'à la Corée du Nord. Et le président ne s'en est pas caché dans l'interview qu'il a donnée récemment, en rappelant quand même qu'une bonne partie des armes que nous avons, même si la dotation date d'il y a longtemps, mais ça continue d'être fonctionnel, et c'est eux qui nous l'avaient permis. Ça veut dire aussi clairement qu'il y a quelque chose qu'on veut renouer, il y a quelque chose qu'on veut réchauffer. Donc sur ces besoins-là, on sait une diplomatie aussi qui a fait des choix. Ouais. Et quand vous regardez la plupart des voyages, c'est les voyages très lointains. Ce n'est plus l'axe habituel. Vous apprenez que le gouvernement, le Premier ministre est à Paris, le ministre de la Communication est ici. Ça a changé. Si on n'est pas au Mali, on est en Guinée. Si on n'est pas en Guinée, on est en Russie. Si on n'est pas en Russie, voilà qu'on est au Venezuela. C'est en train de changer. C'est en train de changer, c'est en train donc d'être réorienté. C'est une visite qui permettra, nous apprend d'ailleurs la direction de la communication de la primature, qui permettra de célébrer ce 11 mai le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Venezuela et le Burkina Faso à travers un dépôt de gerbes de fleurs en l'honneur du libérateur Simon Bolivar. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en présence du corps diplomatique africain accrédité à Caracas. Oui, tout à fait. Parce que l'autre symbole, c'est que le Venezuela, c'est un pays symbole dans le cadre de la lutte pour s'affranchir, qui tient tête par moments aux puissants américains. Et on a vu que sous Hugo Chavez, avec Bush, c'était vraiment pas le parfait amour. Et même quand il est parti, on a vu également la crise politique, sociopolitique qui a secoué le Venezuela et qui a su tenir dans un tel contexte. L'autre aspect aussi, c'est que c'est un pays producteur de pétrole qui est très bien calé. Et maintenant, même pour justifier même le déplacement, ça a été évoqué. Mais bon, là, le pétrole, c'est vrai, on en a besoin pour fonctionner, mais est-ce que le Venezuela peut nous livrer dans d'autres conditions que celles fixées par l'OPEP, donc l'organisation des pays exploitateurs, voilà, du pétrole. Exploitateurs, hein? Comment on dit? Organisation des pays producteurs exportateurs du pétrole, voilà. Est-ce que d'ailleurs le Venezuela peut nous livrer le pétrole en dehors des conditions fixées par ces pays exportateurs de pétrole? Je ne le pense pas. Et quels avantages on peut avoir compte tenu de la distance en termes de coût de transport? Et bon, voilà, ça reste à vérifier. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien. C'est pourquoi d'ailleurs je posais la question de quand on me parlait de diversification de partenaires, qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, là, maintenant, ils disent que c'est pour aller vers de nouveaux partenaires et tout, et réchauffer ce qui existait. Et donc, là, c'est un réchauffement. Parce que ça fait 20 ans que célèbre les 20 ans. Voilà, une date d'anniversaire de 20 ans dans une relation. Bon, avouons que ça se célèbre. Et même si on était dans un pays actuellement démocratique après des élections, rien ne prouve que ce 20e anniversaire, nous n'irons pas marquer ça d'une pierre blanche. Donc, ce n'est pas parce que forcément on est en transition que nous y sommes. Mais en termes de comment on appelle ça, d'exemples, de contributions et tout, je pense qu'on a quand même des leçons à partager ensemble. Il y a des éléments de la révolution burkinabé qui peuvent y être expliqués, tout comme il y a aussi des éléments de Venezuela qu'on peut expliquer par rapport à leur lutte d'émancipation, par rapport à leur comment on appelle ça, à leur combat pour un mieux-être. Donc je pense qu'on y est. Mais le Burkina assume aller vers des pays autres qu'on a l'habitude de visiter, mais aussi de rendre visite ou de nouer des relations ou de réchauffer des relations avec des pays que je qualifierais des mal aimés de la diplomatie à l'échelle internationale. Donc je pense qu'on est beaucoup plus dans cette logique-là, pouvoir nous affirmer. Mais c'est important aussi parce que quand vous avez la capacité d'activer certains leviers, en même temps, les autres se disent attention, c'est bon de ne pas vous éloigner. Parce que si vous vous éloignez, ils vont s'échapper et définitivement. Comme l'a dit Big Togo ou comme l'a dit le président ghanéen, on n'a pas intérêt à ce qu'on soit séparés. Les autres pays aussi n'ont pas intérêt à nous regarder comme ça avancer, alors que nous sommes des pays voisins. Donc, comment est-ce qu'on collabore dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, alors que dans les pays de l'Afrique australe, c'était pas comme ça. Il y a des pays qui ont courageusement envoyé des troupes pour aider à taper. Nous, on préfère regarder, on attend de le faire dans le cadre d'une mission multidimensionnelle ou je ne sais pas moi, de l'Union africaine ou de l'ONU. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est un destin commun. La preuve, la machine économique tourne à plein régime. Les camions continuent de traverser la frontière chargés de marchandises venant du port d'Abidjan ou venant du port de Tema ou de Takoradi au niveau de, comme on appelle ça, du Bénin. La réalité est, du Ghana, du Togo ou du Bénin. Oui, donc que ce soit les marchandises de toutes sortes, les biens de consommation courante, que ce soit pour l'alimentation ou que ce soit pour les biens matériels, mais ça tourne à plein régime. La preuve, quand la maladie à coronavirus avait fermé les frontières terrestres, et quand les frontières se sont ouvertes, d'ailleurs, elles n'ont pas été fermées pour les questions de marchandises. Donc, mais on continue de commercer ensemble. Maintenant, sur la question de la lutte contre le terrorisme, nous ne devons pas être divisés parce qu'il y a la méthode qu'un pays a, il y a un choix qu'un pays a fait, et comme je ne le partage pas, je regarde. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça peut se gérer. Et si nous arrivons à contrer ou à régler ce problème-là, et ces gens-là cherchent des espaces, et même des débouchés sur la mer. Ils cherchent même des débouchés sur la mer. Qui sait demain? Donc la réalité, ce n'est pas en regardant faire ou en disant comme ils ont choisi, ils n'ont qu'à aller, on va voir la suite. De toute façon, on verra comment ça va se terminer. Ils reviendront à la raison d'ici là. C'est un discours qui est bien, mais qui de mon point de vue, à la longue, ne va pas payer. Donc, maintenant, ces visites, qu'est-ce que ça va nous apporter? On attendra peut-être que de là-bas encore, Maître de Tambela va nous donner une interview pour déplorer le fait que le Venezuela n'est pas là, on ne trouve pas de produits pharmaceutiques dans les officines, de produits vénézuéliens dans les officines, on ne parle pas leur langue ici, il faut un centre culturel, peut-être qu'on en saura davantage. Mais le bon point, c'est quand même que cette fois-ci, la primature a pris sur elle la responsabilité de nous informer en premier. Alors qu'au cours de la journée, l'information avait commencé à circuler dans certains cercles. Des chancelleries avaient déjà l'information que le Premier ministre est envolé pour le Venezuela et cherchait à savoir auprès de certaines sources, est-ce que l'information est confirmée ou pas. Quelques heures après, on a vu le communiqué officiel qui l'annonce. Et j'ai dit, et ça c'est un bon point, pour éviter qu'on a l'impression que nous nous cachons
pour voyager ou nous cacher pour effectuer des missions. C'est justement sur cette question que je voulais qu'on termine ce volet Venezuela. Dans la forme, cette fois-ci, on est loin du schéma qu'on nous a servi lors du déplacement du Premier ministre à Moscou en Russie. Et cette fois-ci, on a eu une communication autour avec un programme. On a même eu des éléments sur l'arrivée du Premier ministre à Caracas, etc. Geoffroy Vara. Oui, au moins c'est un déplacement assumé, c'est un. Et puis deux, il y a aussi peut-être que il y a la prise en compte des critiques qui avait été formulée aussi en son temps relativement à son déplacement en Russie, qui s'était fait, selon certaines informations, en décollage via Bamako. Et c'est encore le président ghanéen qui nous avait informé que notre Premier ministre était en Russie. Donc, tout ça l'un dans l'autre, alors qu'on était dans un discours de l'affirmation de notre indépendance et de la liberté de faire nos choix, on n'avait pas à se cacher pour aller discuter avec des Russes. Et ça avait été mal vécu par les Burkinabés. Et encore que, lorsque c'est su, on nous présente notre Premier ministre en train de donner une interview dans un décor qui est très morne, avec une dame d'une télévision, de chaîne de télé russe là-bas. En tout cas, c'était pas de nature à nous grandir. Et lorsque les questions lui étaient posées sur qui il avait rencontré, c'était même difficile de nous donner des noms ou des personnes d'un certain niveau dans le gouvernement russe ou des autorités, parmi les autorités russes. Donc, c'était pas joli. Franchement, c'était pas joli. Cette fois-ci, c'est une communication assumée. C'est une diplomatie assumée, c'est un voyage assumé et on espère que ça va donner les lauriers qu'il faut, parce que le Burkina a fait son choix, il l'assume et il essaie de trouver ses alternatives. Donc ça, c'est une diplomatie qui est en train de se mettre en branle et on l'observe. Une diplomatie se met en branle, on est même en offensive diplomatique tous azimuts. On en a besoin en cette période pour expliquer un certain nombre de choses et de positionnements. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération œuvre d'ailleurs dans ce sens avec des réunions, avec des séances d'information. Offensive diplomatique au Burkina, les turbulences sociopolitiques depuis un certain temps au Sénégal, des turbulences sociopolitiques qui ne sont pas près de s'estomper si l'on s'en tient à la récente condamnation en appel de l'opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 et qui risque, Geoffroy Vara, je reste avec vous, de perdre son éligibilité pour la prochaine élection. Oui, en tout cas c'est ce qui fait débat depuis quelques heures du côté donc du Sénégal, parce qu'on savait que c'était l'enjeu de cette affaire judiciaire-là. Il avait été condamné, je pense que c'était en mars. C'était en mars, oui, le 30 mars. Il avait été condamné, c'était 2 mois, non, avec sursis. Il devrait payer pas moins de 200 millions de francs CFA au ministre qu'il aurait diffamé. Et voilà que maintenant on parle de 8 mois. Et je me rappelle qu'en son temps, après la décision qui avait été donnée, les avocats... à 6 mois. Oui, à 6 mois de prison avec sursis et une peine plus... Donc c'est une peine qui est plus lourde que celle que... Voilà, c'est ça. Et ces avocats, pour la première condamnation, avaient fait un point de presse pour dire que la question de son éligibilité n'était nullement à mettre dans une balance, parce que, bon, la décision qu'ils ont eue là ne l'inquiétait nullement quant à sa candidature à la présidentielle. Mais là maintenant, on revient dans un autre cas. Parce que n'oublions pas qu'au Sénégal aussi, la question de l'éligibilité peut s'opposer avec certaines condamnations, même concernant la diffamation. Et donc du coup, on est maintenant dans des interprétations. Alors qu'on sait que celui qui est arrivé quand même 3e à la présidentielle de 2019 était challenger conséquent pour Macky Sall. Et pour beaucoup, quand ils lisent entre les lignes, c'est la justice qui est en train d'être instrumentalisée pour faire barrière à une candidature qui pourrait fortement, en tout cas, inquiéter Macky Sall. Quoique jusqu'à présent, le président sénégalais n'ait pas affirmé de façon concrète qu'il irait
à ces élections prochaines-là. Le seul débat qu'il a voulu rejeter du revers de la main, c'est la possibilité pour lui de candidater. Il a dit, il les ramène aux anciennes décisions, et quand il a voulu que ça s'applique à son premier mandat, on lui a dit que ce n'était pas possible, rétroactivité de la loi. Et donc, comme ça ne s'appliquait pas à son premier mandat, ça veut tout dire. Donc, il peut participer aux élections. Enfin, c'est la lecture qu'il fait. Ouais. Donc, du coup... Il dit que le problème n'est pas judiciaire ni constitutionnel, mais que c'est un problème politique. Et c'est ça. Et donc, du coup, les Sénégalais aussi, ils observent. Quand vous regardez Sonko, ce n'est pas la première affaire qu'il a en justice aussi depuis. Il y avait une question de mœurs dans laquelle il était inquiété. Et à chaque fois... Qui n'est pas encore vidé. Qui n'est pas encore vidé. À chaque fois qu'il s'agit de l'arrêter ou qu'on doit le porter devant la justice, on voit que c'est des appels à manifestation, c'est des appels à mobilisation, parce que c'est perçu en tout cas par les, comme on appelle les soutiens de Sonko, comme des manœuvres. Et les profondeurs aussi de Sonko trouvent qu'il fait mousser une affaire et il utilise cela pour grandir son capital sympathie et puis jouer la victime. Bon, c'est un peu ça au Sénégal aujourd'hui et c'est comme ça que ça s'observe. Mais il y a une réalité, Sonko est quand même monté d'un cran lorsqu'on veut parler de capital sympathie au Sénégal. Et on sent un certain, comment dire cela, le caractère vrai binaire, c'est blanc, noir, en tout cas c'est Sonko, Macky. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu, c'est binaire, c'est Sonko, c'est Macky. Vous avez évoqué donc cette affaire de mœurs. Il a été accusé donc de viol dans un autre procès. La première audience de ce procès pour viol doit se tenir le 16 mai prochain, donc c'est bientôt. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti des ennuis judiciaires Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui, on l'a rappelé, a été jugé une première fois le 30 mars. Il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis, on l'a dit tout à l'heure, mais il a été relaxé des accusations d'injure publique et de faux et usage de faux. Mais cette fois-ci, bien entendu, l'amende de 200 millions qu'a évoqué le juge Vara tout à l'heure est confirmée en appel, et cet appel lui a été favorable. Il a 6 jours, il avait 6 jours depuis le prononcé du verdict pour casser ce verdict-là. On ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais ce qui est sûr, c'est que les turbulences sociopolitiques montent d'un cran au Sénégal. Oui, tout à fait. Et bon, rapidement, les uns les autres accusent Macky, qui naturellement, jusqu'à présent, entretient le mystère. Lui qui, en général, est prolixe sur certaines questions. Donc, ça maintient le flou par rapport à une possibilité de Sonko de pouvoir candidater. Surtout que, bon, il n'a pas, pour la cassation, on ne sait pas s'il va se pourvoir en cassation ou pas. Mais en même temps, s'il ne se pourvoit pas en cassation, c'est qu'il va être inéligible. Tout à fait, parce que de facto. Oui, et même la cassation, rien ne prouve que ça va marcher. Quand on voit comment les choses sont emballées, même dans l'affaire des mœurs, il a fallu que certains éléments du PV de la gendarmerie fuitent par rapport à l'audition de la patronne des lieux, de la collègue de la masseuse qui a révélé un certain nombre de choses, mais aussi du comportement de cette masseuse qui avait dénoncé Sonko, pour que l'affaire d'ailleurs puisse prendre une autre tournure. Sinon, il était déjà dans le creux de la vague. Mais ce sont les fuites de PV au niveau de la gendarmerie qui l'ont sauvé entre griffes. Dès les premières heures où les Sénégalais avaient commencé à regarder Sonko d'un autre œil en disant mais tu ne peux pas nous faire rêver et puis aller faire ça. Et c'est après que les uns et les autres se rendent compte qu'apparemment il y a une sorte de manipulation qui n'est pas encore épluchée, mais ça y ressemble dans ce dossier-là, pour plus ou moins sauver la mise et redorer encore son blason. Et ce qui a même contribué à augmenter sa cote de popularité. Donc après, il y a effectivement toutes ces autres affaires. Donc, la réalité aussi, elle est là implacable. C'est la même chose que Macky Sall a fait, mais avec suffisamment de tact pour avoir également la tête en son temps de son challenger, Khalifa Sall, l'ancien puissant maire de Dakar. C'est comme ça également qu'il a manœuvré. Le temps que les Sénégalais se rendent compte que de faire des reproches de malversation
avéré ou supposé, il y avait un calcul politique derrière. Et Khalifa Sall, qui était monté en confiance dans la tête des Sénégalais, qui l'appréciait et qui se disait après Macky ça va être ce monsieur, naturellement a été surpris un matin et c'est fini. Les Sénégalais ont même dit mais tu peux pas faire ça, maire de Dakar, donc c'est des détournements, c'est ceci ou cela. C'est après qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un travail de fond qui avait été fait. Mais le boulevard était tout tracé pour que Macky Sall gagne haut les mains son deuxième mandat. Mais maintenant là, comme apparemment, même s'il n'a pas encore officiellement affirmé, apparemment il y a un autre calcul derrière la tête. Il ne faut surtout pas faire en sorte de prendre un risque inutile. Il faut faire en sorte que, éventuellement, si on est candidat ou on a un poulain, que ceux qui peuvent, comme on appelle ça, contribuer comme contrebalance. Ceux qui peuvent empêcher celui-là d'arriver au bout. Voilà. Alors que face à Wade, c'est vrai qu'il avait eu quelques ennuis face à Wade, mais le travail n'a pas été orienté de sorte à ce qu'il ne se présente pas. Ça non. Le travail n'a pas été fait pour qu'il ne se présente pas. Il n'y a pas eu des actions judiciaires qui ont bloqué pour maintenir les choses en l'état. Vous voulez dire pour que Wade ne se présente pas? Non, pour que Macky ne se présente pas. Quand Wade était au pouvoir, c'est vrai, j'ai dit Macky avait des démêlés judiciaires liés à un certain nombre de dossiers qu'il avait gérés, mais comment on appelle ça, la réalité, il avait même été débarqué du poste de président de l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas eu de poursuite sérieuse comme ça qui l'empêche de faire acte de candidature en tant que citoyen sénégalais. Wade n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Il lui a quand même offert une chance de rentrer dans la compétition. Ça s'est joué à la régulière. Et Macky Sall sait que s'il y avait eu ça, lui n'en serait pas là. Et donc si aujourd'hui il est candidat, il faut mettre les champs de son côté. De telle sorte que même s'il force pour être candidat, qu'en face, les Sénégalais n'aient le choix que de tenir sa personne, ou si à la fin il rabat les cartes et choisit un dauphin, qu'il soit sûr que c'est ce dernier qui va passer. Je pense qu'il y a ce calcul-là. Mais quoi qu'il en soit, Sonko est aujourd'hui un adversaire de taille. Et ce n'est pas à nier. Mais maintenant, ce sont les conséquences de tout ça sur le Sénégal. Des incidents à profusion, des marches à profusion, les intérêts parfois des pays étrangers comme la France plus possible, et comme on appelle ça, le fait de dire que Macky est un pantin de la France, le fait que Sonko dise que c'est une marionnette de la France, le fait que et toutes ces choses ne facilitent pas à aider. Que ce soit vrai ou pas, que Sonko sur cette vague ou pas, Macky également lui sert des arguments. Parce que tout porte à croire que pour tous ceux qui peuvent aller à l'encontre de Macky, il fait tout pour obtenir leur scalp. Et ça n'a pas commencé par Sonko. Ça n'a pas commencé par Sonko. Et donc c'est ça. Et ce sont les troubles sociopolitiques. Parce que si vous ne bâtissez pas sur du vrai, ça va rattraper. Et quand ça rattrape, on paye cash. Je pense que le Sénégal également doit prendre l'exemple sur des pays qui se sont livrés à ce jeu. Et on a vu les conséquences. Le Ghana est un bel exemple. Quand Rawlings finissait, ce n'est pas le candidat du parti de Rawlings qui a eu la candidature, qui est passé à la présidence au Ghana. C'est son adversaire. Il y a eu une alternance. Il y a eu une alternance, quelqu'un qui a régné avec une main de fer, qui a endossé la tunique du démocrate. Après, au terme de son mandat, qui organise des élections, mais qui a le courage, je dis bien le courage de perdre. Si c'était dans un pays francophone, il ne faut pas rêver. Pour l'orgueil, pour l'ego, il va dire non, si ce n'est pas mon candidat qui vient, c'est même une honte, c'est une humiliation. Alors que non, c'est le Ghana. Et c'est une très belle leçon servie à la face du monde. Aujourd'hui, le Ghana tient debout. Il y a des moments où le challenge est tel que celui qui gagne, c'est 51, quelque chose, et l'autre perd à 49. Quelques voix. Ça veut dire qu'il y a un équilibre des forces. Mais la stabilité du Ghana est préservée. Mais les pays francophones, je ne pense pas
qu'on réfléchit à ces choses-là. Ou bien c'est moi qui gagne, ou forcément mon pourrait doit gagner, quitte à ce que ça ne soit pas régulier. Et après, on est surpris par les conséquences. Et donc, on peut chauffer le pays pour faire son café. En tout cas, l'élection présidentielle au Sénégal, c'est en février 2024, c'est bientôt. Le leader des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, c'est bien Ousmane Sonko, qui a des démêlés avec la justice actuellement, et si bien que, justement, l'opposition est vent debout contre le pouvoir en place avec des manifestations. Une manifestation est d'ailleurs déjà prévue dès demain, vendredi, par la plateforme des forces vives de la nation pour s'opposer à un troisième mandat présidentiel de Macky Sall, mais aussi pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour éliminer les candidats. On a donc une surchauffe sociopolitique. Ça n'a pas commencé maintenant, mais cet épisode vient renforcer ou en tout cas vient attiser ce feu et on a peur pour le Sénégal finalement. Geoffroy Vara. Oui, on pourrait avoir peur en tout cas pour le Sénégal. Et il y a beaucoup d'éléments qui prêtent à cela. Maintenant, il reste à espérer qu'il n'y aura pas le basculement pour avoir des militaires à la présidence là-bas et qu'ils pourront gérer leurs problèmes entre civils. Et aujourd'hui, je pense aussi que Sonko, quoi qu'on dise, a compris aussi que tant qu'il ne gère pas les choses comme ça, c'est-à-dire avec une pression de la rue, ça risque de lui être préjudiciable. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le débat qui est en train de se mener, c'est une affaire de condamnation. C'est-à-dire que 3 mois pour 3 mois sans sursis ou 6 mois avec sursis, il y a une lecture qui est en train d'être faite selon les textes. Et donc, même ces avocats sont en train de regarder, ils sont en train de réfléchir. Parce qu'il faudrait que la condamnation aussi soit définitive. Donc, si vous faites appel et que ça se durcit, ou bien que le sursis vous le perdez, en fait il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc ils sont en train de faire, en tout cas, il y a une bonne réflexion. Pour le moment, l'appel est vidé, voilà. Et il ne reste que la cassation. C'est cela. Et il a 6 jours pour faire la cassation, les 6 jours courent depuis le 8 mai, si j'ai bien compris. C'est cela. Ça veut dire qu'il n'a que 7 semaines pour faire la cassation, pour casser ce jugement. Mais ce que je dis, c'est que c'est acquis tout double. C'est aussi acquis tout double, c'est pour ça ils sont très prudents. Et donc même quand vous regardez la condamnation, celle qui tient là, en appel, ouais. Il y a encore un débat, une polémique sur la lecture à en faire. Maintenant, vous pouvez vous fonder dans ce que votre perception et votre lecture soit la bonne, et puis après on vous dit, lorsque vous candidatez, que vous n'êtes pas éligible, et c'est fini, là c'est foutu pour vous. Donc il y a ce jeu là qui est en train d'être fait. Donc, mais en même temps, parce qu'il sait que c'est aussi politique, il y a un jeu de pression qu'il faut faire, il a des partisans qui sont clairement prêts pour sa cause. On a vu comment ils sont allés barricader devant chez lui, comment certains ont tenté par tous les moyens de bloquer quelquefois les convois des forces de défense, les forces comment dire sénégalaises, les forces militaires ou de sécurité sénégalaises. Donc il a vraiment un vivier des gens qui sont prêts pour lui défendre et à sa cause. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'il y a un enjeu qui est... Au Sénégal, il y a quelque chose de très différent. Parce que chez nous, quand on fait souvent nos élections, ne tournons pas, on a fini avec la tricherie. Parce qu'on n'a pas développé encore des moyens de veille qui soient très forts. Le cas des élections au Sénégal, très souvent, quand vous finissez, lorsque les bureaux de vote sont fermés, et ça c'est récemment, c'est depuis un certain temps, là vous voyez, on a pratiquement les résultats parce qu'il y a une veille très forte avec une forte présence et des partis politiques et des médias et de la société civile dans les différents bureaux de vote. Eux aussi font leur compilation. Donc, vous regardez, c'est à des virgules près que les résultats là sont confirmés. Donc c'est difficile là-bas de manœuvrer. Donc parfois le débat se règle dans les urnes. Le débat se règle de la bonne manière, c'est juste que évidemment pour impacter dans les urnes, on va dire que c'est ce combat-là qui est en train d'être mené déjà ici avec la candidature ou pas de Sonko. S'il passe, ça risque
en tout cas, si cette pression-là arrive à prendre le dessus, que politiquement on essaie d'ouvrir et voilà, ça pourrait donner en tout cas un petit boulevard à Sonko. Et ça, je pense que Macky Sall en est conscient. Si c'était chez nous tranquillement, bon, on vous dira, laissez-le, on va le laisser candidater. Dans tous les cas, c'est nous, on donne les chiffres. Sénégal, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. On verra bien si Sonko est finalement candidat. On verra aussi si finalement Macky Sall est candidat. Et on verra également si on a le remake de cette élection qui a vu Ouad partir après une troisième candidature. L'opposition, Bernard Bougman, on termine avec vous juste une minute, s'il vous plaît. L'opposition appelle, et Ousmane Sonko appelle d'ailleurs à la désobéissance civique et parle donc d'un complot pour l'écarter de la scène politique. Justement, ça semble être un complot. Je dis parce que Sonko, c'est le couronnement des manœuvres de Macky. La réalité, c'est ce que je disais, c'est quel peut être l'incident d'une telle situation sur la stabilité du Sénégal. Ça, ce n'est pour le moment pas quelque chose de gagné. Quand on voit les foules immenses qui sortent, quand il y a appel à mobiliser, il ne faudrait pas qu'on arrive à un moment donné où c'est la rue qui doit trancher. Quand la rue doit trancher dans un pays, ça sent pas bon, ça ne termine toujours pas bien. C'est pourquoi j'ai dit, le Sénégal qui a pu conserver sa virginité dans les séries de coups d'État jusqu'à présent, n'a pas intérêt à ce que elle rentre, il rejoint aussi les pays qui vont traverser une insurrection populaire, armée ou pas. Ce n'est pas nécessaire pour l'ancrage de la démocratie sénégalaise. Mais maintenant, si Macky Sall et ses ouailles veulent également expérimenter une autre chose, parce que la désobéissance civique fait aussi partie des leviers de la démocratie, peut-être qu'ils ont aussi les moyens de pouvoir contenir ces choses. Quand on tient compte que l'armée était sortie pour une mise au point, et je disais en ce moment, si l'armée sénégalaise va jusqu'à sortir faire une mise au point et rappeler ses missions premières, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise et nous avons besoin que le modèle sénégalais soit réconforté. On espère que tout cela va se terminer par le haut, va faire sortir le Sénégal par le haut. Mais cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. Nous avons parlé, le juge et moi, des questions de coopération avec la visite du chef de l'État ghanéen au Burkina et celle du Premier ministre burkinabé au Venezuela. Nous avons également évoqué cette tempête socio-politique qui se poursuit au Sénégal suite à la condamnation d'Ousmane Sonko, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle de février 2024. Merci, juge Ofravara. Merci à juge Bernard Bougman. Merci à toutes les équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous également, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Courage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades. En ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.